Bonsoir, cette vidéo a pour but de présenter l'installation d'une Manjaro XFCE dans une VirtualBox et de présenter aussi l'installation réelle parce que l'installation réelle est strictement identique. Strictement identique sauf le fait qu'il faille configurer une machine virtuelle avant. Bon, c'est une vidéo niveau débutant donc je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués. Donc on présuppose que la VirtualBox est installée. La VirtualBox, c'est un logiciel qui permet de simuler un PC réel et qui existe aussi bien sous Linux que sous Windows que sous Mac, du moins pour Mac je suppose. C'est ce que j'ai là à l'écran. Donc là, je vais déclarer un PC virtuel. Un PC virtuel ne risque absolument pas de gêner la machine hôte. Non, nouvelle machine. Alors une machine, elle me demande le nom du PC que je veux créer. Bon, je vais l'appeler XFCE, histoire d'être original. Je demande le type de système que je vais installer dedans. Le type de système que je vais installer, c'est un Linux. Manjaro est à base Arch Linux, donc ça serait un de ces deux-là. Mais l'ISO que j'ai téléchargé et que j'ai envie d'installer dedans, c'est une ISO 64 bits. Donc c'est particulièrement important de bien mettre 32 bits ou 64 bits. Ici c'est 64 bits. Mais de toute façon, la machine, la VirtualBox râlerait. Mais autant pas avoir à tout refaire. La taille de la mémoire, alors 256 c'est peut-être pas assez. 512 ça serait déjà bien. 1 gigaoctet c'est parfait. Si je voulais avoir dans ma machine virtuelle plusieurs applications avec par exemple Chromium et une vingtaine d'onglets ouverts, Chromium ou Firefox bien sûr, il vaudrait mieux que je mette 2 gigas. Alors là je prends 1 gigaoctet, ça sera pris au dépend de la mémoire de la RAM de la machine qui accueille la VirtualBox. Bien entendu, cette mémoire ne sera allouée que lorsque la VirtualBox tournera, enfin que la machine virtuelle tournera même. La VirtualBox elle-même ne l'occupera pas, c'est vraiment la machine virtuelle en train de tourner. Ok, suivant. Bon, là, il faut que je déclare un disque, parce que j'ai l'intention d'installer mon système dedans. Donc je prends le format qu'il me propose. Dynamiquement alloué, ça veut dire qu'il prendra le minimum de place sur le disque de la machine haute, mais qui ne dépassera pas la taille qu'on lui donne. Là, il me propose 8 gigaoctets par défaut, je trouve ça très bien. C'est quand même une démonstration. En réalité, je préférerais un peu plus pour une installation réelle, parce que ça laisse pas beaucoup de place pour les fichiers utilisateurs, mais on peut tourner longtemps comme ça avec un disque uniquement de 8 gigaoctets en réel. Là, il me demande où je veux mettre ce disque virtuel, je vais le mettre sur le bureau. Voilà, et je le crée. Bon, tout est prêt pour du point de vue VirtualBox. Il faut que je démarre ma machine virtuelle. Alors là, on peut installer directement dans cette machine virtuelle depuis l'ISO, ce qui évite d'avoir à graver l'ISO. Voilà, l'ISO, je l'ai mis sur le bureau. Je l'ouvre. Ça va être en quelque sorte le périphérique depuis lequel je vais faire l'installation. Et je démarre ma machine virtuelle. Donc là, j'arrive sur un écran d'accueil. Alors dans cet écran d'accueil, le plus important, c'est de ne pas oublier d'appuyer sur F2 tout de suite pour sélectionner la langue. Ça va énormément faciliter le restant d'installation. Il y aura à ce moment-là pratiquement plus rien à faire, on le verra. Français, bon je mets de France. Les Belges, je mettrai de Belgique. Alors là, les deux premières rubriques sont intéressantes. Démarrer Manjaro Linux ou démarrer avec les pilotes propriétaires. Là, ce seraient des pilotes libres. Donc totalement open source, orthodoxe et tout. Ici, ce sont des pilotes faits par le fabricant des cartes graphiques. De la carte graphique, qui va être d'ailleurs détectée automatiquement.
Les deux sont bons, mais quand même le pilote propriétaire, celui du fabricant de la carte graphique, est souvent plus rapide et surtout il permet des effets 3D. Donc j'aurais tendance à le conseiller. Bien que, bon, ici en VirtualBox, ça jouera pas trop parce qu'on est en émulation, mais sur une machine réellement installée, il vaut mieux mettre le propriétaire, je pense. Ok, j'ai appuyé sur Entrée pour valider. Alors là, Manjaro commence à s'installer. Teste tout l'environnement. Il ne s'installe pas d'ailleurs, il est en train d'étudier tout l'environnement pour s'y adapter, notamment au niveau de la carte graphique, qui est un point assez dur à résoudre, et que en général Manjaro résout très bien. Je dis en général parce qu'il y a certaines cartes graphiques, notamment Optimus, qui sont souvent des cauchemars. Pour toutes les distributions Linux d'ailleurs. Là c'est long parce qu'il est encore en mode live CD, puis de toute façon on est en émulation. On verra tout à l'heure quand j'aurai vraiment installé dans la VirtualBox, ça sera plus rapide. Donc là, d'ores et déjà, on a tout ce qu'il faut pour jouer. Tous les logiciels de l'installation future sont d'ores et déjà disponibles pour évaluation de l'utilisateur. On pourrait s'arrêter là. Mais bon, on va installer pour montrer comment marche l'installation. C'est quand même le but de cette vidéo. Là, ce qu'il nous dit, c'est que merci d'utiliser Manjaro. Il dit que le Manjaro, il y a un utilisateur qui s'appelle Manjaro et qui a pour mot de passe Manjaro. Il y a également le mot de passe système qui permet de passer route, donc donner tous les droits, et également Manjaro. Donc dès qu'on vous demande un mot de passe ou un nom de login, par défaut c'est Manjaro, si vous restez en mode live CD. Bien là, on va lancer l'installateur graphique. C'est cette icône là. On la lance par un double clic ou par clic droit exécuter. On attend un peu et on va voir apparaître un superbe installateur graphique qui est d'ailleurs un portage d'un installateur graphique provenant d'une autre distribution qui s'appelle Linux Mint. Portage et adaptation quand même. On a choisi pour l'instant raison de sa simplicité. Donc là, il nous redemande le langage. Là, comme j'ai dit au début qu'on n'aurait rien à faire parce que en appuyant sur F2 en le sélectionnant. Là, si j'étais luxembourgeois ou suisse, il faudrait quand même que je change. Je ne connais pas très bien la différence. Bon, et là on en arrive sur les paramètres régionaux. Bon, ça sert à, par exemple, connaître le décalage horaire, les paramètres d'heure d'hiver, heure d'été, les commutations automatiques, quoi. Bon, tout ce qui est horaire, etc. Heure, date, etc. Donc là, j'appuie à nouveau sur Forward, j'ai rien à faire. Et on aurait pu, donc pour changer, on peut changer soit par ce menu déroulant, soit en cliquant sur la carte. C'est beaucoup plus amusant, mais c'est moins facile. Bon, donc j'ai dit que je passais sans rien faire, là encore. Jusqu'ici, j'ai rien fait. Le clavier, là encore, je pourrais passer sans rien faire. C'est un clavier français, 105 touches, variante française. Bon, là, je préfère un tout petit peu le clavier French Alternative. Mais ça, c'est vraiment du peaufinage parce que ça permet des accents un peu plus compliqués. Et ça permet notamment le E dans l'eau. Mais avec des combinaisons de touches pas possibles. Mais le clavier par défaut était très bon. Ici, je peux vérifier que ce que j'ai défini correspond bien aux touches de mon clavier. Mais c'est optionnel, hein. Évidemment ça va correspondre, à moins d'une très grosse erreur de l'utilisateur. Bon, toujours forward pour continuer. Jusqu'ici on n'a pratiquement rien fait, à part avec F2 sélectionner la langue au démarrage. Ici on peut sélectionner une image si celle-ci ne nous convient pas, prendre une photo. Bon, l'image par défaut je vais la laisser, mais ça peut être amusant. Là, il me demande mon nom complet. Bon, je vais mettre Patrice.
Votre nom utilisateur, bon, ça c'est le nom du compte utilisateur vu par le système. Je le mets assez court. Vaut mieux d'ailleurs pour éviter que le prompt soit trop long dans en mode ligne de commande. Le password, alors ça c'est ce qui permet à une personne non autorisée d'empêcher une personne non autorisée de rentrer sur votre système. C'est une combinaison d'un peu n'importe quel caractère, des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Il faut le mettre très compliqué si on veut empêcher un utilisateur non autorisé de rentrer sur votre machine. Là, comme je suis en démo sur une VirtualBox, j'ai mis une lettre. Mais j'aurais dû mettre plus en réalité. Le nom de l'hôte, c'est le nom sous lequel votre machine sera connue sur le réseau. Ça peut être n'importe quoi. Il faut que ça soit un nom assez court, de préférence commençant par une lettre, en minuscule. Bon, autant faire très simple hein, si c'est possible. Là, je n'ai pas vraiment d'idée pour un nom d'host original, donc je vais l'appeler sur le réseau XFCE aussi. Mais je pourrais mettre tout à fait un autre nom. Et elle sera vue sur le réseau comme étant XFCE. Là, il me demande sur quel disque je veux l'installer. Comme je n'ai qu'un disque, le choix va pas très loin. Si j'en avais deux ou trois, c'est là où je choisirais celui sur lequel je veux le mettre. Jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Forward. Alors, il me dit ce disque que j'ai, bon c'est encore le disque de ma machine virtuelle, il est vierge, quoi, comme s'il sortait d'usine. Est-ce que vous voulez qu'on l'initialise à votre place? Alors là, le plus simple, c'est de cliquer sur oui et de passer à l'écran suivant. Bon, comme c'est quand même pour apprendre cette vidéo, je vais cliquer sur non, histoire de nous amuser un peu. Mais là, sachez que ça marche très bien en cliquant sur oui. Et là, j'ai envie de montrer comment on définit nous-mêmes les partitions à utiliser. Donc là, je clique sur non en disant je ne peux pas prendre le défaut de Manjaro, je veux faire le mien. Alors pour faire mon défaut, je vais cliquer sur Edit Partition qui va lancer un outil très connu, le meilleur d'ailleurs de Linux et qui existe aussi, qui peut également être utilisé pour Windows, qui s'appelle Gparted. Donc là, je me trouve face à un disque vierge sorti d'usine, je ne comprends absolument rien dessus. Dans ces cas-là, il faut créer une table de partition. Ça efface tout, donc il nous le signale, attention, vous cassez tout là sur le disque. Oui, bon, comme je suis dans une machine virtuelle, je crains rien. Bon, là, je me trouve face à un disque plus sorti d'usine, mais avec aucune partition dessus, donc je vais en créer. Bon, j'ai 8 Go de disque. Alors, je pourrais tout mettre dans la même. Bon, avoir une partition de 8 Go, contenant à la fois mon système et mes données. Ça, c'est le système Windows. Ce qui est embêtant, c'est si on met tout dans la même, quand on réinstalle, on casse toutes les données utilisateurs. Linux permet de séparer les deux, ce qui permet en cas de réinstallation de ne pas toucher aux données utilisateurs. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais me créer d'abord une partition système. Il faut que je définisse sa taille. Bon, sachant qu'une Manjaro XFCE avec tout dedans prend près 4 Go, je vais en mettre 5, qui est large. Alors là, la taille est en mégaoctets, pour arriver à des gigas, il faut multiplier par 1000, donc je vais mettre 5000 mégaoctets, ce qui va me donner 5 gigaoctets. Le reste, on s'en fiche. Partition primaire, c'est du Windows, on s'en fiche. Le système de fichiers, bon, c'est la façon de tirer cette partition vue du système. Prendre ext4, c'est le plus classique. On a BTRFS qui serait aussi pas mal. Les autres formats marchent aussi, mais bon, je ne les ai pas tous testés. Étiquette, c'est optionnel. Je vais l'appeler route, histoire de s'y repérer, mais bon, c'est vraiment facultatif. Et je dis qu'il va falloir faire ça. Donc il me l'a rajouté dans la liste des travaux effectués. Pour l'instant, il n'a pas fait le travail. Je me suis créé donc une partition pour mon système. Il faut que je me crée de la même façon une partition pour les données utilisateurs. Qu'on appelle
notamment le home. Là, il a fait le calcul de ce qui reste, il me le propose, oui, pourquoi pas, je vais prendre ce qui reste. Partition primaire, toujours la même chose, on s'en fiche. EXC4, je prends le même format pour mon système, tant qu'à faire. Étiquette toujours facultative, je vais l'appeler Home, c'est comme ça qu'en Linux on appelle la zone réservée pour l'utilisateur. Mais on pourrait l'appeler n'importe comment, chez moi ou n'importe. Hein. Ajouter. Donc pour l'instant il n'y a rien de fait. Il y a la liste des travaux qui vont être faits, il faut cliquer sur appliquer pour que le travail soit effectué. Donc là j'ai cliqué sur cette petite flèche courbée, il me demande est-ce que je veux vraiment le faire, oui. Donc appliquer. Là il le fait, c'est en général très rapide, voilà c'est fini. Bon maintenant j'ai fini mon partitionnement, c'est-à-dire mon découpage du disque en tranches. Ça n'apparaît pas ici, il faut actualiser pour que ça apparaisse. Donc là je vois deux partitions de bon goût qui ont été créées. Je vais les assigner. Alors celle-là, je vais dire de l'assigner au système, c'est-à-dire en termes Linux assign to, ça veut dire affecter à, je l'affecte au système. Ici, cette deuxième partition, j'ai dit que c'était pour l'utilisateur, je vais l'assigner à /home. Donc c'est là où seront les données utilisateurs. Là, il y aura le système. C'est bon, et je continue. Bon, il me demande ensuite où est-ce qu'ensuite je voudrais installer le chargeur de démarrage. C'est un bout de code qui s'est créé en début de disque et qui permet de lancer le système ou le multiboot s'il y a déjà un Windows installé ou un autre système. Ce qu'on appelle le grub. En général, le défaut qu'il propose est bon. Si j'avais plusieurs disques, il faudrait réfléchir davantage à sur quel disque l'installer. J'ai qu'un disque, donc c'est bon. Comme vous pouvez le constater, je clique tout le temps sur Forward. Hein. Là, il me fait le récapitulatif de mes choix. Bon, je peux regarder, c'est vraiment ce que j'ai défini précédemment. Ici, installe pour installer. Donc là, c'est parti. Ça va durer entre 5 et 10 minutes, suivant la puissance de la machine et la charge du réseau. Peut-être un peu plus si vraiment le réseau est très pourri. Ça dépend complètement de votre installation, de l'heure à laquelle vous le faites. Bon, pendant ce temps-là, vous allez voir défiler ici des affiches vous présentant le système. C'est intéressant aussi, malheureusement c'est en anglais. Donc là, comme ma vidéo, pour la raccourcir, qu'il n'y a rien de plus d'intéressant pour l'instant, je vais passer en pause. Bon, donc de retour, 5 minutes après et encore. Le plus long de ce qui a précédé, là, dans la phase d'installation, c'est encore le téléchargement depuis le serveur des paramètres régionaux pour LibreOffice, et Firefox et Thunderbird. Donc respectivement l'application bureautique, le navigateur et le gestionnaire de courrier. Donc là, c'est fini l'installation. Il me demande si je veux redémarrer mon ordinateur pour utiliser le nouveau système. La réponse est oui. Alors avant, quand on est en VirtualBox, il faut prendre soin de décocher l'ISO qui a servi à installer des périphériques de... Si on était sur un DVD, on sortirait le DVD. Ben là, on retire l'ISO. Parce que si on ne le fait pas, quand on va redémarrer l'installation. Ça, c'est donc important parce que sinon, on perd tout. Exécution forcée. Oui. Et là, je redémarre ma machine. Là, je passe par la VirtualBox pour redémarrer. Première fois, il vaut mieux, ça marche souvent pas, sinon. Redémarrage en cours. Alors, on voit ici, le grub est installé. C'est un grub 2.0. Il me propose de lancer soit un noyau 3.8 en mode normal, soit un noyau 3.8 en mode fallback que j'utilise jamais, soit de lancer un test mémoire. Honnêtement, il n'y a que la première entrée, celle par défaut, qui est intéressante. Si on attend un moment, de toute façon, elle se lance toute seule. Là, comme j'ai bougé avec la souris pour mettre les autres rubriques, ça ne se lance pas tout seul.
Sinon, au bout de 4 secondes, ça se lance tout seul. Là encore, il n'y a rien à faire. Là, c'est un noyau 3.8, donc c'est un noyau assez récent. Actuellement, sur Manjaro, on est déjà passé au 3.9 stable. Manjaro permet d'avoir en même temps plusieurs noyaux. Et là, celui par défaut, c'est le 3.8 qui est livré avec l'ISO, quoi. C'est très facile de changer de noyau sous Manjaro. Donc j'appuie sur Entrée. Là, on revoit la procédure de chargement. On voit que ça va déjà beaucoup plus vite maintenant que c'est installé. Donc là, il me propose une liste d'utilisateurs, j'en ai qu'un. Oh, il me demande quel bureau, j'ai qu'un bureau installé. La langue, ben, par défaut, mais je peux en rajouter. Bon, pour l'instant, on laisse tout comme ça. Ici, il va me demander le mot de passe. Le mot de passe, c'est celui que j'ai rentré tout à l'heure lors de l'installation. Là, c'est le premier démarrage. Et on voit que c'est déjà plus rapide. Là, l'installation est terminée. Tout peut être utilisé. Bon, c'est tellement terminé que je vais faire quand même une petite post-installation. Pourquoi? Parce que le système n'est pas forcément celui qu'il y a sur le live CD, mais il n'est pas forcément tout à fait à jour. Alors tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Alors pour mettre le système à jour, il faut déjà passer administrateur. On peut soit passer des commandes par sudo quand elles concernent le système, soit passer une fois administrateur, ce que je vais faire, par sudo-s. Quand on passe administrateur, il faut faire très attention parce qu'on peut tout casser. Quand on a fini ce qu'on fait, d'ailleurs, ce qu'on faisait en tant qu'administrateur, il faut ressortir tout de suite pour pas risquer de se tromper et de croire qu'on est utilisateur. Alors quand il y a un dollar devant, c'est qu'on est en mode utilisateur. Quand il y a un dièse, ce dollar-là, mode utilisateur, là je vais passer en mode administration, donc avec tous les droits. Il me prévient que c'est vachement dangereux. Je sais, je tape mon mot de passe, entrée. Là je suis administrateur, on voit que j'ai un dièse à la place du dollar. Donc je suis root, c'est-à-dire j'ai tous les droits sur une machine qui s'appelle XFCE et j'ai PAT qui est le nom que j'avais donné tout à l'heure. Pour mettre la machine à jour, la machine se met à jour depuis un serveur. Le serveur, c'est un ordinateur qui contient l'ensemble des paquets Manjaro. Celui qui est défini par défaut dans le Live CD n'est pas forcément le meilleur. Pour dresser une liste des miroirs les meilleurs, donc des serveurs les meilleurs disponibles, avec le meilleur en tête de liste, celui qu'on va utiliser automatiquement, il y a une commande spéciale Manjaro qui a été créée qui s'appelle pacman. Là, je suis déjà un peu dans l'avancée. Mirrors. Serveur, on appelle ça aussi des miroirs. -G. Bon, ça va scanner tous les serveurs possibles dans le monde entier qui disposent des paquets Manjaro. Et ça va nous établir une liste des miroirs avec en tête le plus rapide. Comme ça, ensuite, tout ce qu'on va faire ira plus vite. Bon, ce miroir n'est pas forcément celui qu'il y avait sur le Live CD. Donc pour être absolument sûr, il vaut mieux synchroniser les descripteurs de données qu'on avait on appelle descripteurs de base de données qu'on a installé là avec ceux du serveur. Ça se fait par une commande via Pacman qui est vraiment l'outil bon à tout faire. Si vous voulez creuser Manjaro, étudiez Pacman. Une fois que vous l'aurez compris, vous aurez compris 90% de ce qu'il faut faire. S c'est pour paramétrer, Y c'est pour dire je veux synchroniser ma base de données, et en même temps là je préfère recopier complètement celle du serveur distant, comme ça j'ai pas de soucis. C'est également valable si on casse ses bases de données locales, ça c'est la commande béton qui marche à tous les coups. Bon là ça y est, c'est fait. Bon, maintenant, donc j'ai un bon serveur, je suis synchronisé avec lui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme sous tous les Linux, et sous Windows aussi d'ailleurs, c'est mettre à jour le système. Alors, les mises à jour sous un Linux, en général,
ne sont pas automatiques. Sous Windows, par exemple, on peut avoir une mise à jour sans la vouloir, ce qui peut casser tout le système. Si on a un travail important en cours, c'est pas génial. Là, il faut demander la mise à jour. Bon, moi je le fais en ligne de commande, il y a d'autres méthodes par Pamac qui permettent de le faire. La commande à vraiment connaître pour faire une mise à jour, c'est pacman-sy. Ça, c'est une commande à passer de temps en temps. Il y a des mises à jour quotidiennes. Donc, quand vous êtes prévenu par un infobulle en haut à droite qu'il y a une mise à jour à faire, vous pouvez passer une commande de ce genre où vous avez un outil graphique qui permet de le faire, mais qui est moins au point que Pacman, qui est vraiment en béton. Donc, je la lance. Et effectivement, il y a des paquets à mettre à jour. Donc, je vais procéder à l'installation, oui. Donc, entrée. Alors, on voit qu'il y a 340 mégaoctets à télécharger. Et qu'une fois que la mise à jour sera faite, ça prendra 15 mégaoctets de moins sur le disque. Donc les nouveaux paquets sont un peu moins volumineux que les anciens. Maintenant, il y a pratiquement une mise à jour quotidienne sur Manjaro. Rappel, Manjaro est en rolling release. Donc on réinstalle jamais le système. D'un bout à l'autre, pendant 10 ans, on peut ne faire que des mises à jour comme ça. On va petit à petit évoluer. Les paquets vont arriver au dernier indice. Les noyaux vont évoluer tout seuls aussi. Mais ça ne se fera qu'à la demande de l'utilisateur par une commande de genre pacman-syu ou par l'outil Pamac, que je ne présenterai pas sur cette vidéo. On voit quand même que les vitesses de transfert là sont rapides, c'est dû au fait qu'on a pris le meilleur serveur, puisqu'on a des vitesses supérieures à 2 mégaoctets par seconde, du moins chez moi. Ça dépend aussi de votre ligne. Mais quand même, on a pris le meilleur serveur du moment disponible. Donc on a énormément optimisé. Bon, 350, c'est peut-être beaucoup, donc je vais passer en pause brièvement pour gagner. Bon, là les paquets sont téléchargés, ils s'installent. Bon, ça est encore un peu long, mais bon. Il y a eu quand même 350 mégaoctets téléchargés. Donc même à 2 mégaoctets par seconde, ça fait quand même un moment, ça fait 3 minutes. Alors non seulement donc ils les installent, mais ils commencent déjà par vérifier ils ont la bonne clé, donc qu'ils sont intègres. Ce sont des paquets licites et qui sont intègres. Bon, là ça part de lui-même, il installe petit à petit les paquets. Là, tout ça, ça se fait sans intervention de l'utilisateur. N'oublions pas que nous sommes toujours en route là. Hein. Donc quand ça sera fini, alors JRE c'est le Java par exemple. A7, je ne sais plus ce que c'est, ImageMagick c'est un outil de manipulation d'images, de capture d'images. LibreOffice, bah, c'est pour la bureautique. C'est une mise à jour de LibreOffice. NTP c'est serveur de temps, Pamax. Voilà, bon. Tunar c'est l'explorateur de fichiers. Thunderbird c'est le gestionnaire de courrier. VLC c'est l'application qui permet de lire tous les formats audio et vidéo. Voilà, et j'ai fini. Si je relance la même commande, il n'y aura rien à faire. Donc là, il faut quitter route, ce qu'on peut faire de deux façons, par CTRL-D ou par exit. Et je redeviens simple utilisateur. Donc là, bon, la vidéo se termine, là, j'ai tout installé, tout est propre. J'ai synchronisé si j'ai envie de télécharger et d'installer des nouveaux logiciels. Je me suis mis sur le meilleur serveur possible et mon système est 100% à jour.
En laissant traîner la souris sur les différentes vignettes ou icônes, on voit les applications. Tunar qui permet de se balader dans les répertoires. Là, c'est Firefox, le célèbre panda. Thunderbird, c'est pour le courrier. Ça, c'est Office, pure bureautique. VLC pour les formats multimédia. Et Steam, c'est pour les jeux payants. Donc ça se discute beaucoup. Donc ça, c'est le dock qui s'appelle Planck, qui est installé par défaut dans XFCE. Personnellement, je l'utilise pas, mais bon. Et là, vous avez un menu complet vous permettant d'absolument de tout lancer, et ici de tout configurer. Donc vous avez le gestionnaire de paramètres qui va vous permettre de tout changer, la taille de vos polices, le comportement de votre bureau, et en dessous vous avez les différents détails de cette gestion de paramètres. Bon, là j'arrête la vidéo, c'est terminé. Merci.